Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Brut de Capteur. Aujourd'hui on va parler de la couleur. Tout d'abord je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit pictogramme qui se trouve en bas à droite de votre écran ou me suivre sur la page Facebook et le site internet brutdecapteur.fr. Vous pouvez avoir accès à tout ça en cliquant sur le petit i en haut à droite. Voilà. Cette vidéo va être scindée en trois parties puisqu'il y a quand même pas mal de notions à aborder. Dans la première partie, on va parler beaucoup de notions physiques et quelques applications techniques sur les appareils photo. La semaine prochaine, on verra 2 ou 3 choses qui nous serviront à détecter des contrastes de couleurs, voilà, et quelques petites astuces qui vont rendre nos photos un petit peu plus belles. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, on ira vers du post-traitement puisqu'on fera une partie entière rien que sur le post-traitement. Allez, c'est parti! Donc comme je le disais à l'instant, dans un premier temps, on va parler pas mal de physique, puisqu'on va s'intéresser à Newton. Isaac, hein, pas Helmut, le grand photographe, non, Isaac Newton, ça risque d'être un petit peu moins drôle. Il est beaucoup plus connu pour ses études sur la gravité, on connaît notamment la légende de la pomme de Newton, et un petit peu l'étude du mouvement. D'ailleurs, si vous avez été au lycée ou vous avez été dans les filières techniques, vous avez peut-être appris les 3 lois de Newton qui régissent les lois du mouvement. C'est peut-être un peu lointain pour vous, mais c'est pas grave, puisque dans cette vidéo, on va parler notamment, dans un premier temps, de ses études sur la lumière blanche. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, eh bien, de sa classification des couleurs dans le cercle de couleurs, dans un premier cercle chromatique. Il se rend compte, comme on le voit là, que la lumière blanche se décompose à travers un prisme en plein de couleurs différentes, en réalité les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Pour la petite histoire, le schéma que j'ai là, c'est la pochette de l'album des Pink Floyd The Dark Side of the Moon de 1973. Ça sert absolument à rien, mais la référence plaira aux fans. C'est ce que l'on appelle la dispersion ou la réfraction de la lumière blanche. Avant lui, on pensait que les couleurs qui étaient présentes que les couleurs étaient présentes à l'intérieur du verre du prisme. Mais toutes les couleurs sont en réalité des composantes de la lumière blanche. Il réussit à le prouver d'ailleurs en utilisant un second prisme pour recomposer la lumière derrière. Ces rayons de couleurs sont appelés le spectre d'émission continue visible. Pourquoi visible? Eh bien parce que on verra que le spectre va au-delà du visible. Mais avant ça, on va faire un petit rappel sur la nature de la lumière. En photographie, on sait que les particules de lumière, appelées aussi photons, viennent heurter notre capteur, ou notre surface photosensible, ça peut être aussi une pellicule, et sont transformées par le capteur, cette fois-ci, en courant électrique, par la libération d'électrons. C'est ce que l'on appelle le phénomène photoélectrique, l'émission d'électrons par un matériau exposé à un flux de photons. Je vais faire un petit aparté très rapide pour vous expliquer un peu le fonctionnement du capteur numérique, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément vu ici. En ce qui concerne la lumière et les couleurs, eh bien, on vient de voir que la silice présente sur nos capteurs est sensible à la lumière. Et chaque photosite, chaque pixel de votre capteur, va transformer une intensité lumineuse en courant électrique grâce à la libération d'électrons. Ce courant électrique est transformé en signal numérique et peut être retranscrit en un fichier numérique. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Mais tout cela doit faire des images en niveau de gris, en réalité, si on est logique. Et oui, parce que la donnée information couleur est complètement absente de tout ça. Notre capteur est sensible à des niveaux de luminosité. Chaque point de l'image peut donc recevoir une certaine quantité de lumière, mais pas la couleur. C'est pourquoi un type du nom de Bayer inventa la matrice de Bayer. Oui, bon, pas très original. Mais bon, c'était quand même pas un peintre le mec, puisque à la base, il travaille quand même pour Kodak à la grande époque, et je suppose qu'il devait pas avoir le QI d'un haricot vert ou d'un vendeur de shit, puisque c'est à lui qu'on doit le fait notamment de faire des photos numériques en couleur. C'est ce monsieur qui a inventé la photographie numérique couleur. Bref, ce monsieur, à la fin des années 70, a donc une idée de génie, de superposer à notre supercapteur sensible aux intensités lumineuses un genre de filtre géant composé, pour faire très simple, de tout petits filtres, tour à tour rouge, vert et bleu, selon cette architecture. La disposition des filtres peut être différente, comme celle-ci par exemple, ou encore celle-ci, mais elle respecte quand même la répartition suivante. 50% de vert, 25-25 pour le bleu et le rouge. Aujourd'hui, on utilise aussi parfois des filtres CMJ pour cyan, magenta et jaune, et le filtre Fuji qui a une structure légèrement différente. Mais le principe de toute façon est exactement le même. Alors pourquoi il y a autant de vert qu'il y a de rouge et de bleu réunis? Eh bien c'est en fait pour simuler le rendu des images que l'on perçoit. En réalité, l'œil humain est vraisemblablement
plus sensible au vert qu'aux deux autres primaires. Donc pour compenser cela, eh bien, on affilie deux valeurs vertes, une valeur bleue et une valeur rouge. Chaque pixel est donc recouvert d'un filtre rouge, vert ou bleu. Les rouges ne captent que la composante rouge de la lumière, les bleus la composante bleue, les verts la composante verte. Et grâce à ces trois couleurs primaires, eh bien, on peut reconstituer toutes les couleurs du spectre visible. En dosant et en associant donc les valeurs de 4 pixels, eh bien, on peut recomposer la couleur de n'importe quel point d'un objet que l'on photographie. En argentique, c'est un peu différent, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. On verra peut-être ça un petit peu plus tard. La lumière étant constituée de photons, elle a donc des propriétés corpusculaires. C'est de la matière qui se déplace. La lumière est un corps composé de matière qui se déplace. Comme le pensait d'ailleurs Isaac Newton. Mais les théories d'Huygens, un contemporain de Newton, je crois qu'il était hollandais, mais c'est à vérifier, dans son traité de la lumière, viennent mettre en évidence que la lumière prend aussi la forme d'une onde. Et la théorie ondulatoire, comme on l'appelle, eh bien, nous montre que ces couleurs sont régies aussi par des longueurs d'onde. On verra ça un peu plus tard. On appelle cela en physique la dualité onde-corpuscule. Merci Gaël de me l'avoir rappelé d'ailleurs. Et cela ne s'applique pas d'ailleurs qu'à la lumière. En réalité, la lumière est à la fois un corps ou une onde, en fonction de si on l'observe ou pas, en fonction de si on la mesure ou pas, et surtout de comment on le fait. Ainsi, comme on le voit, les longueurs d'onde du spectre visible sont comprises entre 400 et 700 nanomètres. Mais ces longueurs d'onde ne s'arrêtent pas là, puisqu'on retrouvera également les infrarouges à droite et les ultraviolets à gauche. Et on peut même aller encore plus loin avec les rayons X, les ondes radio, etc., etc. Plus tard, un autre bonhomme prouva qu'il n'était pas obligatoire d'utiliser toutes les couleurs du spectre visible pour recomposer la lumière blanche. Je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, si. C'est Thomas Young, à vérifier quand même, je suis pas sûr de moi. En effet, les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, d'ailleurs ça nous rappelle quelque chose ça, rouge, vert, bleu, mais enfin bon. On peut reconstituer la lumière blanche si on les dose de manière équitable, mais aussi toutes les couleurs secondaires, si on les dose de manière équivalente également, mais si on discrimine l'une des couleurs primaires, exemple 50% de vert et 50% de rouge, j'obtiens du jaune, 50% de bleu, 50% de rouge, j'obtiens du violet, etc. Et enfin, toutes les couleurs et leurs nuances en faisant des dosages disparates de ces trois couleurs primaires. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs la synthèse additive. On en parlera peut-être un peu plus longuement, ça fera peut-être même d'ailleurs l'objet d'une vidéo entière. Papa, pourquoi la voiture elle est rouge? Papa, pourquoi la voiture elle est rouge? Vous avez certainement déjà entendu cette question. La prochaine fois que votre gamin vous cassera les pieds avec ça, eh bien vous pourrez lui répondre pourquoi la voiture elle est rouge. Bah tu vois, la voiture elle est rouge car sa peinture elle absorbe les composantes vertes et bleues et qu'elle ne diffuse que la lumière rouge. Et oui, car un objet coloré diffuse une lumière colorée correspondant à sa propre couleur et il absorbe les autres composantes de lumière. C'est pas extrêmement rigoureux dit comme ça, car c'est parce que l'objet diffuse une composante colorée que l'objet est perçu de la couleur en question. Et oui, car dans l'absolu, la couleur n'existe pas si on ne perçoit pas les couleurs, puisque c'est l'interprétation du cerveau humain, ou d'autres d'ailleurs, ça peut être des animaux, qui permettent de percevoir une couleur plutôt qu'une autre. La preuve en est, lorsque la perception est faussée, comme chez certaines personnes qui souffrent de daltonisme, eh bien, les couleurs peuvent être interprétées d'une autre manière. Il semblerait également, d'après une étude effectuée à New York par exemple, que les hommes et les femmes ne voient pas les couleurs de la même façon. Donc tout est une question de perception. Mais comme vous devez bien vous en douter, la perception n'est pas la seule chose qui agit sur les couleurs. En réalité, l'élément essentiel de cette vidéo, c'est la nature de la lumière qui éclaire votre sujet. Il y a une expression populaire que vous connaissez certainement et qui dit « la nuit, tous les chats sont gris ». Ça peut paraître anodin et pourtant si on réfléchit, eh bien c'est vrai. En l'absence de lumière, la couleur disparaît. La nuit, difficile de dire si une voiture par exemple sera rouge ou si elle sera noire, à moins de l'éclairer. Et que la lumière en question, la lumière qui va éclairer la voiture, soit blanche ou rouge. Car ma voiture, qui est dans l'absolu rouge, sera perçue comme noire si elle est éclairée avec une lumière bleue ou avec une lumière verte. Pourquoi? Eh bien, si j'éclaire ma voiture en lumière blanche, elle absorbera toutes les lumières et diffusera le rouge. Si j'éclaire avec une lumière bleue, eh bien cette fois-ci elle absorbera les rayons bleus et ne diffusera rien du tout. En lumière verte, idem. Les rayons verts sont absorbés et aucun rayon n'est diffusé.
Et enfin, en lumière rouge, eh bien ma voiture sera perçue comme rouge, car les rayons rouges seront diffusés également. Rien de bien compliqué, c'est simplement de la physique de base. Et ça nous laisse donc comprendre d'autres choses. La lumière qui éclaire est très importante. Vous savez certainement que les couleurs d'un même paysage changent en fonction de l'heure de la journée à laquelle on se trouve. Le soir, on n'a pas les mêmes couleurs que dans la journée ou le matin. Et en fonction aussi de la météo. Si on est en présence d'une météo ensoleillée, couverte, nuageuse, etc. En termes d'éclairage artificiel, c'est la même chose. Un flash ne donnera pas les mêmes nuances de couleurs qu'un éclairage avec une ampoule à incandescence par exemple. Voilà, la première partie de cette vidéo est bientôt terminée. C'est une vidéo assez courte, mais le contenu est quand même très riche, il y avait beaucoup de choses. Je vous conseille quand même de bien apprendre et de bien comprendre tout ça parce que ce sont des phénomènes qui sont très intéressants en photo et qui vont nous servir. On verra ça aussi dans la deuxième partie, la semaine prochaine, puisque y a quand même pas mal d'applications en photo comme la synthèse additive, etc., etc. Nous, on se dit à la semaine prochaine comme d'habitude. N'oubliez pas la petite sélection de vos photos. Je vous rappelle ça. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous regardez la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je parle de ça. Je vais sélectionner une ou deux de vos photographies pour faire des petits épisodes sur le traitement Lightroom. On verra qu'on peut pousser un peu les traitements et essayer de voir ce qu'on peut faire avec un fichier RAW. Bien sûr, c'est que des fichiers RAW. Vous connaissez l'adresse email brutdecapteur@outlook.fr. Nous, on se dit à la semaine prochaine, mercredi 11 h comme d'habitude. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.